C'est quoi l'hypertension artérielle? On va essayer de voir l'épidémiologie, un peu de physiopathologie, mesure de la pression artérielle, définition de l'OMS avec la classification, le diagnostic positif, complications, étiologie, bilan et enfin traitement. Très bien. Donc d'abord, on va commencer. Combien la prévalence de l'hypertension artérielle? Combien la prévalence, d'après vous, combien la prévalence de l'hypertension artérielle en Algérie, d'après vous, est combien? Il n'y a pas quelqu'un qui sait. En fait, il y a une étude qui a été faite, là, il a écrit 27%. En fait, il y a une étude qui a été faite ici en Algérie en 2004. Et ils ont, dans la conclusion, c'est 33%. En Algérie, il y a 33% des gens sont hypertendus. 33%, c'est-à-dire chaque 3 personnes qu'on voit 3 personnes, au moins il y a un, il est hypertendu. En fait, plus de 65 ans, 50% sont hypertendus. C'est-à-dire, si on voit une population qui sont âgées plus de 65 ans, 1 sur 2, il est hypertendu. Encore, si, pour la France, par exemple, il y a des études qui sont correctes, il y a plusieurs études. Donc, 20% en France sont hypertendus et 1 sur 2, il n'est pas dans la cible thérapeutique. On sait que l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Elle donne plusieurs complications. Quelles sont, d'après vous, les complications de l'hypertension artérielle? Donc, numéro 1, ce sont les cardiopathies ischémiques. C'est la plus grave. C'est les cardiopathies ischémiques, ce sont que ce soit le syndrome coronarien aigu ou chronique. Tout ça, c'est les cardiopathies ischémiques. Numéro 2, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, après, on va voir dans la physiopathologie comment une hypertension mal équilibrée peut donner une insuffisance cardiaque. Et troisième complication, c'est l'AVC, c'est l'accident vasculaire ischémique ou claudication intermittente ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, généralement, l'hypertension artérielle est asymptomatique. Asymptomatique, c'est-à-dire il n'y a pas de signes et parfois, malheureusement, on découvre l'hypertension suite à une complication. Une complication, je répète, c'est 4 complications qu'il faut les apprendre, comme ça, elle restera dans votre tête. Donc, 4 complications pour nous, pour l'hypertension artérielle. Numéro 1, c'est les cardiopathies ischémiques. Numéro 2, c'est l'insuffisance cardiaque, surtout congestive. Numéro 3, c'est l'accident vasculaire ischémique. Et numéro 4, c'est la claudication intermittente. Alors, je suis toujours dans l'introduction. Je parle un petit peu aussi pour vous savez que 90% des étiologies de l'hypertension artérielle est essentielle. Essentielle, c'est-à-dire on ne sait pas, il n'y a pas de cause nette. C'est pour ça d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il n'y a pas lorsqu'on ne trouve pas une étiologie, ça reste toujours dans des médicaments, mais il n'y a pas d'étiologie. Si on trouve l'étiologie, comme dans les 10%, c'est-à-dire dans les hypertensions artérielles secondaires, lorsqu'on trouve une étiologie, on peut traiter ça et finir. C'est-à-dire ça reste pas une maladie chronique, ça reste pas une maladie à vie qu'on donne toujours des traitements. Donc, vous voyez, je répète, 90%, elle est essentielle. Essentielle, je sais, essentielle, généralement, c'est comme ça, essentiel. Il n'y a pas grand chose il y a un bilan pré-thérapeutique à faire pour éviter qu'on fait des complications nous-mêmes iatrogènes suite au traitement qu'on va le donner. Et puis, on va donner directement un traitement et après, on va suivre notre malade. Pourquoi? Parce que 90%, elle est essentielle, c'est-à-dire
On va voir après la physiopathologie, mais il n'y a pas de cause évidente. Il n'y a pas de cause évidente. Et d'ailleurs, c'est connu, l'hypertension artérielle, c'est la première cause de prescription médicale. C'est la première cause de prescription médicale. Il y a aussi les facteurs favorisants de l'hypertension artérielle. Favorisants, c'est-à-dire, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment une étiologie nette, mais on a quand même quelques facteurs comme l'excès du sel les premières années de vie. Excès du sel, c'est-à-dire on mange un peu salé. Ça, un peu l'obésité, c'est parmi aussi les facteurs favorisants. Le tabac, l'alcool, tous ces facteurs sont des facteurs favorisants qui favorisent la survenue de l'hypertension artérielle. Donc, maintenant, on va partir on va partir directement dans la définition de l'hypertension artérielle. C'est quoi, d'après vous, la définition? En tout cas, c'est très simple. Une pression artérielle systolique qui dépasse 140 mm de mercure ou une pression artérielle diastolique qui dépasse 90 mm de mercure. C'est une définition qui est très simple, très simple. En fait, on sait bien la pression artérielle, elle a ses caractéristiques. Comme j'ai dit, 10% de l'hypertension artérielle, elle est secondaire. 10% elle est secondaire. Et on a quelques marqueurs comme la pression pulsée, comme la pression artérielle moyenne. La pression artérielle moyenne égale le tiers de la pression artérielle systolique plus 2 tiers de la pression artérielle diastolique. Bon, c'est pas trop important, mais c'est important de connaître ça. Aussi, on sait que moins de 50 ans, la plus importante, c'est la pression artérielle diastolique. D'accord? Moins de 50 ans, lorsqu'on est jeune, le plus important, c'est d'équilibrer la pression artérielle diastolique. Plus de 50 ans, c'est plus important d'équilibrer la pression artérielle systolique. D'accord? Donc, moins de 50 ans, vous allez voir généralement les jeunes et même les obèses, généralement on trouve des pressions artérielles diastoliques aux alentours de 95, 80, 90. L'essentiel, la pression artérielle diastolique, c'est elle qui est élevée. Par contre, pour les sujets âgés qui dépassent 50 ans, c'est surtout la pression artérielle systolique qui est élevée. Alors, on sait que pourquoi la pression pulsée qui égale la pression artérielle systolique moins la pression artérielle diastolique, celle-là, elle reflète la rigidité artérielle. La rigidité artérielle qui a une valeur pronostique négative si elle est élevée. Bref, c'est pas important. Encore dans la définition de la MAPA, de la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est quoi la définition de la MAPA? En fait, c'est un appareil qu'on donne au malade, qu'on la place au niveau du bras. Cet appareil, elle est automatique, elle prend la pression artérielle. Généralement, pendant la journée, en tout cas, c'est réglable. Généralement, pour nous, par exemple, on règle ça dans la journée, on prend la tension chaque 15 minutes. Et le soir, en dormant, elle prend la pression artérielle chaque 30 minutes. Et après, elle nous donne une courbe et une moyenne journalière et une moyenne diurne, c'est-à-dire le jour et la nuit. Alors, les chiffres sont fixes dans la MAPA. Alors, pour la moyenne d'une MAPA, c'est 130-80. La pression artérielle moyenne de la MAPA, c'est 130-80, c'est-à-dire si elle dépasse ces chiffres-là, elle est élevée, et on parle d'hypertension artérielle. Vu que il y a la moyenne diurne et la moyenne nocturne, diurne c'est la journée, nocturne c'est la nuit. Donc, la moyenne diurne, c'est un petit peu élevé par rapport au premier. Je suis au niveau de la pression artérielle mesurée par la MAPA, la moyenne diurne, c'est combien? C'est 135-85. 135-85. Et nocturne, la nuit, c'est combien? C'est 120-70. 120-70. C'est logique, le soir, on dort. C'est logique que le soir, la pression, elle baisse. C'est pour ça qu'on appelle les personnes dépeurs. Dépeurs, c'est-à-dire la nuit, elle baisse la pression artérielle. Si la tension, elle baisse pas la nuit, on parle de personnes
non deeper, non deeper. Très bien. Je répète encore pour une dernière fois. Je suis toujours dans l'introduction et dans la définition. Je suis en train de définir la MAPA. La MAPA, c'est quoi la MAPA? C'est une mesure ambulatoire de la pression artérielle. On donne un appareil, on le donne au monsieur et elle va prendre la pression pendant 24 heures. Et puis, cette pression, elle va être enregistrée chaque un quart d'heure la journée et chaque une demi-heure le soir. En fait, c'est réglable. Il y a des gens qui font une demi-heure la journée et une heure le soir. Dans tous les cas, c'est réglable. Et après, c'est automatique. Elle nous donne une moyenne. Et la moyenne, au dépend de cette moyenne, on va déclarer est-ce que la personne est hypertendue ou non. Les chiffres, la moyenne, c'est 130-80. Diurne, c'est 135-85. Et nocturne, c'est 120-70. Il y a aussi un autre moyen de mesure qu'on appelle, qui peut m'aider. Un autre moyen de mesure qu'on appelle l'automesure. L'automesure, très bien. Alors, c'est quoi l'automesure? C'est la personne lui-même qui a des appareils tensiomètres, et qui prend sa tension, qui l'écrit dans un papier et qui écrit dans un papier. Après, il nous ramène le papier et on voit la pression artérielle. Pour l'automesure, combien il faut la pression artérielle? Combien à peu près? C'est 135. 85. Très bien, c'est 135-85. Pour l'automesure, c'est 135-85. En fait, pour un peu apprendre ça par cœur, l'automesure, c'est comme la pression journalière du MAPA. Donc, c'est 135-85. Là, on peut vous donner des questions à l'examen. Citez deux méthodes de prise de pression artérielle. Vous allez dire le MAPA et l'automesure. Voilà, quelles sont les méthodes pour confirmer ces chiffres tensionnels? Vous allez dire ça, MAPA et automesure. Très bien, je passe encore. Maintenant, on va passer au niveau je fais la dernière définition, c'est l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, c'est quoi l'hypotension orthostatique? C'est parmi les définitions, on prend la pression artérielle allongée et après 1 et 3 minutes en position debout. Et si la pression elle baisse plus de 20, pression systolique baisse plus de 20 mm de mercure ou la pression artérielle diastolique plus de 10 mm de mercure, on va dire qu'il y a une hypotension orthostatique. Je répète, hypotension orthostatique. L'orthostatisme, c'est le passage de la position allongée à la position debout. On met le malade en position allongée. Généralement, elle est fréquente chez les sujets âgés. De la position allongée vers la position debout. On prend d'abord 0, la position allongée, la pression artérielle. Par exemple, on va dire que quelqu'un il a une pression à 140-90. Après, on lui demande de se mettre en position debout. Et on prend sa tension mais surtout après 3 minutes de position debout. On la prend en position debout. S'il y a une baisse de 20 mm de mercure, par exemple, j'ai dit 140, si on trouve à 120, si on trouve à 110, voilà, ou à 115 mm, l'essentiel plus de 20 de pression artérielle systolique, ou diastolique plus de 10, on va parler de la présence de l'hypotension orthostatique. Et ça, j'ouvre encore une autre parenthèse. On peut confirmer ça. S'il y a des consultes pour syncope, juste on fait ça, on trouve qu'il y a la présence de l'hypotension orthostatique. On va dire que c'est possible que c'est la cause ou l'origine de cette perte de conscience, perte de connaissance. Très bien. Très bien. Maintenant, je passe à la physiopathologie. C'est bon, les définitions. Donc, définition, je répète encore une dernière fois. On a fait définition de la pression artérielle normale, c'est 140-90. J'ai fait la définition du MAPA moyenne, c'est 130-80. Définition
de l'automesure 135-85 et définition de l'hypotension orthostatique. C'est bon? Très bien. On passe maintenant à la physiopathologie. Alors, bon, j'ai pas vu, il y a des questions ici. L'automesure, ça prend chaque 30 minutes. Non, l'automesure, c'est pas à chaque 30 minutes. Généralement, l'automesure, on demande au malade soit de faire un profil tensionnel, c'est-à-dire soit 3 jours, soit carrément une semaine. Et c'est pas à chaque 30 minutes. On le demande de prendre 2 fois ou 3 fois par jour la pression artérielle. C'est pas heure fixe, juste il met dans un carnet, il écrit ça. Et après, on va voir plusieurs prises. Et donc, c'est pas chaque 30 minutes. C'est beaucoup, 3 mesures le matin, 3 mesures le soir et 3 mesures successives. Généralement, le maximum, c'est 3 mesures la journée. Toute la journée, c'est 3 mesures. C'est le maximum. Très bien. Ça, c'est les questions. Alors, pour la physiopathologie, très bien. En fait, la physiopathologie est très complexe de l'hypertension artérielle et c'est pas important pour vous de connaître cette physiopathologie. Un petit peu juste l'équation. L'équation, c'est-à-dire l'équation débit cardiaque égale volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Ça, c'est important. Sinon, il y a l'autre équation, c'est-à-dire la pression artérielle moyenne égale le débit cardiaque fois les résistances artérielles périphériques. Les résistances artérielles périphériques, c'est aussi, il y a des équations pour calculer ça, mais ça, c'est pas important de connaître ça. Elle dépend de quoi? Elle dépend de quoi? C'est-à-dire, on va voir ici deuxième diapo. La pression artérielle, elle dépend de quoi? Donc, je continue. On était au niveau de la physiopathologie. Comme j'ai dit, c'est pas trop important de connaître la physiopathe. L'essentiel, 2 équations à connaître. C'est quoi ces 2 équations? C'est le débit cardiaque qui est égal à la fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique. Pourquoi cette équation? C'est-à-dire, deuxième équation d'abord, c'est que la pression artérielle moyenne égale volume d'éjection fois la fréquence cardiaque fois les résistances. Donc, si la fréquence cardiaque s'élève, donc la pression artérielle augmente. Si les résistances s'élèvent aussi, la pression augmente. Et si le volume d'éjection systolique augmente, aussi la pression augmente. Très bien. Très bien. Donc, la pression artérielle, la régulation de la pression artérielle, elle dépend de plusieurs facteurs. Le système nerveux sympathique, les facteurs hormonaux, le tonus artériolaire moyen et la volémie. Je passe directement au diapo suivant. C'est mesure de la tension artérielle. Alors, certainement ici en cardio, il faut prendre bien et correctement la pression artérielle. C'est là que vous devez connaître comment prendre la pression artérielle. Alors, la pression artérielle, comment on mesure la pression artérielle? Très bien, c'est simple. On a un sphingomanométre à mercure, position couchée, au moins 5-10 minutes de position couchée. Il faut qu'il soit au repos physique et psychique, c'est-à-dire pas mal de fois qu'il vient malade aux urgences, qui est stressé parce qu'il a pris sa tension à la maison et elle était élevée. Il faut pas prendre la tension sur place, il faut le rassurer, il faut il reste un peu allongé. Rassurez-le un petit peu, faites un petit examen, auscultation cardiaque, un petit examen, comme ça, 5-10 minutes, il va se reposer, on le met un peu de confiance et après, on prend sa tension artérielle. Donc, on place le sphingomanométre au niveau du bras. Certainement, le bras doit être nu parce qu'il y a l'effet garrot et toujours, on a ce problème, surtout avec les femmes. Donc, il faut toujours exiger que le bras soit libre et nu. Et puis, après ça, le brassard doit être adapté parce qu'on a des brassards pour les obèses et brassards pour les enfants. Généralement, nous, on travaille, on a un seul brassard aux urgences et c'est un problème. Mais il faut exiger si c'est possible. Donc, on place le brassard
au-dessus du coude, et à la même hauteur que le cœur. Et après, on palpe avec la main. On palpe avec la main l'artère humérale. Et une fois on trouve l'artère humérale, on place le pavillon du stéthoscope sur l'artère humérale et on gonfle le brassard. Il faut dépasser au moins 20-30 mm de mercure, les chiffres qu'on va les trouver, parce qu'après, on va prendre la pression, on va voir le premier bruit et le deuxième bruit. On dégonfle progressivement, comme ça, on va écouter surtout le deuxième bruit. Alors, c'est très simple de connaître le premier bruit de la pression artérielle systolique. Généralement, il y a un désert, on n'écoute rien. Après, on voit qu'il y a, boum, le premier bruit est simple. Donc, si on prend l'attention, deux personnes prennent l'attention, certainement, c'est simple de connaître et c'est le même pression artérielle systolique. Pour la diastolique, il est un peu difficile. Et généralement, nous-mêmes, dans notre tête, on va moyenner le deuxième bruit. C'est-à-dire c'est pas vraiment la perte totale de ce bruit, parce qu'après le premier bruit, donc regardez ici, parce que là, on comprend un peu le sphygmomanomètre, il va faire une pression, donc notre stéthoscope, on va ausculter rien, zéro, il y a rien. Après, lorsqu'on commence à dégonfler, il y aura début de cette pression systolique. Donc, c'est très simple. La pression systolique, si je dis à deux externes, ils prennent la pression, généralement, c'est la même pression systolique. Très bien. Après, nous, on dégonfle. Et regardez ici la courbe. On commence, plus qu'on avance, plus que le bruit il devient faible. Plus qu'on avance, plus que le bruit il devient faible, jusqu'à, on va le perdre. Mais ici, c'est un peu difficile, c'est-à-dire, il faut moyenner la perte. On ne dit jamais, par exemple, il y a des gens, pas mal de fois, des externes qui viennent, qui auscultent, il me dit une pression artérielle diastolique à 2 mm de mercure. Non, la pression artérielle moyenne, je parle de la systolique, généralement, elle est entre 100 et 140, et pour la pression artérielle diastolique, elle est entre 50 et 100 mm de mercure. Normal, elle est entre 60 et 90. Donc, s'il y a une pression qui est moins de pression artérielle diastolique, moins de 50 mm de mercure, là, c'est un problème qui est très grave. On voit pas le malade qui nous parle normalement, que nous, on a trouvé ça. Donc, la diastolique, généralement, c'est un peu difficile. Il faut moyenner même dans notre tête. Généralement, 6, 7, 8. C'est ça. 6, 7, 8, 12, 7, 13, 8, 14, 8 et demi, etc. C'est ça, généralement, les chiffres comme ça qu'on les trouve. Très bien. Donc, c'est simple, la prise de la pression artérielle. Il faut pas, c'est important et c'est un geste qui est très simple, c'est un geste médical. Généralement, on prend les deux côtés, à droite et à gauche, et il faut éviter les erreurs des infirmiers qui placent le stéto, par exemple, au-dessous du brassard. Ça augmente un peu 1 à 2 chiffres. Donc, il faut éviter ça. Vous êtes des médecins, il faut bien palper l'artère humérale et il faut placer le pavillon du stéto et passer. Très bien. J'avance encore. En tout cas, la définition, c'est bon. On a dit la définition, c'est plus de 140 et plus de 90. Là, ici, j'ouvre une parenthèse. Certainement, il y a des gens qui ont écouté les nouvelles recommandations américaines de la pression artérielle, de l'hypertension artérielle. Ils ont dit plus de 130 et plus de 80 mm de mercure. C'est vrai? Vous avez écouté de ça? Oui. Très bien. En fait, pour vous et même pour l'Europe, la pression, la pression normale, elle est moins de 140-90. Et après, on va voir, parce qu'on va traiter au dépend du risque cardiovasculaire. C'est pas au dépend de 6 chiffres. Auparavant, on traite par rapport aux chiffres tensionnels. Actuellement, on traite pas par rapport à ces chiffres tensionnels, on traite par rapport au risque cardiovasculaire. Risque cardiovasculaire, c'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, on va faire deux patients. Le premier patient, c'est un jeune comme vous, que vous avez, par exemple, 22 ans,
qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire, qui consulte pour une pression artérielle à 170, 100, c'est-à-dire 17-10. Quelqu'un, il vient et consulte pour 17-10. Ça, c'est le premier malade. Le deuxième malade, c'est un monsieur qui est âgé 70 ans, qui consulte, qui est diabétique, hypertendu, cardiopathe, qui consulte pour une pression artérielle à 135, 85. 135, 85. Alors, vous avez fait les deux personnes. D'après vous, d'abord, question, est-ce qu'on traite le premier avec des médicaments? Oui, non. Hygiène de vie. Oui, on traite. Bien, le premier, on le traite. Et deuxième, est-ce qu'on le traite? Oui ou non? Non, normalement. Très bien. Vous voyez, ça, c'est le contraire. Le premier, on ne le traite pas et le deuxième, on le traite. C'est-à-dire, parce qu'actuellement, on traite le risque cardiovasculaire. On ne traite pas les chiffres tensionnels. C'est-à-dire, c'est vrai que le premier, il a des chiffres qui dépassent 140 et 90 mm, or que son risque cardiovasculaire égale 1%. C'est-à-dire, il y a, après, on va voir ici, il y a un tableau où on peut calculer combien le risque cardiovasculaire. Ce risque cardiovasculaire, il dépend de l'âge, de la dyslipidémie, des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le diabète, des taux de cholestérol dans le sang, tout ça, si ces facteurs sont présents, il va augmenter le risque cardiovasculaire. Et si ce risque-là, il dépasse 10%, là, c'est grave, il faut traiter le malade, même s'il a des chiffres tensionnels entre 130 et 140 mm de mercure. Donc, le deuxième patient, il a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, que ce soit diabète, que ce soit cardiopathie, que ce soit hypertension, etc. L'âge. Et donc, cette personne, elle a un risque cardiovasculaire très élevé et on doit traiter malgré qu'il a des tensions à 135. Le premier, on ne le traite pas, on le donne une chance parce qu'il n'a pas de risque cardiovasculaire. On le donne une chance 3 à 6 mois sous traitement régime DMSO-D et activité physique. Si c'est toujours sont élevés, on va proposer un traitement de la tension. D'accord? Donc, le risque cardiovasculaire, actuellement, on traite par rapport au risque cardiovasculaire, on ne traite pas par rapport aux chiffres tensionnels. D'accord? Vous avez compris le mot risque cardiovasculaire? Oui. Très bien, très bien. J'avance. On va voir maintenant le diagnostic positif. Le diagnostic positif, bon, c'est très simple. Il faut quand même, surtout dans le cabinet, c'est-à-dire à l'hôpital, il faut faire plusieurs prises de tension parce que généralement, la première prise, elle est élevée, après elle est moyenne et après elle est normale. Donc, attention, les pièges, c'est-à-dire le stress, l'effet blouse blanche qui élève généralement 25% de l'hypertension artérielle. Donc, il faut que le malade, il faut le mettre malade un peu à l'aise. Il reste et commencer, s'il y a autre chose à faire à part l'hypertension artérielle, faites-la. C'est-à-dire, nous, généralement, en consultation, chez nos malades cardiaques, on commence que ce soit si on a un ECG, ou échocardiographie, ou un examen clinique à faire, ou des ordonnances à faire. Et généralement, on laisse la prise de la pression artérielle à la fin. À la fin, c'est-à-dire au moins 5 minutes, comme ça, il va être un peu à l'aise, le malade. On va trouver un chiffre tensionnel normal. Très bien, très bien. Donc, je répète, maintenant, on va commencer par les signes cliniques, c'est-à-dire quels sont les signes que le malade, il va venir, il va consulter pour. Alors, généralement, l'hypertension artérielle, elle est asymptomatique. Asymptomatique parce que, comme j'ai dit, asymptomatique, elle commence par quoi? Elle commence par les petites élévations parce qu'elle est essentielle. Elle commence élévation doucement, c'est-à-dire par exemple quelqu'un avait une moyenne à 120, puis à 130, puis à 140, puis à 150, à 160, à 170. On a vu des malades qui consultent parce qu'ils vont faire, parce qu'ils ont rage de dents ou ils vont faire une intervention, n'importe quelle intervention. À la fin, on prend la tension, on trouve à 200 ou à 220 malgré qu'ils sont rien. Ça, c'est des hypertensions chroniques asymptomatiques. Et c'est pour ça, pas mal de fois, dans le dépistage, dans le médecin de travail, ou médecin traitant, ou etc., on trouve qu'il y a une pression qui est élevée.
Autrefois, il y a les vrais symptômes, c'est-à-dire les céphalées, les tachycardies, vertiges, bourdonnement des oreilles, épistaxis, troubles visuels, etc. Et malheureusement, on a des malades qu'on les dépiste lors des complications, que ce soit un syndrome coronarien aigu, ou un accident vasculaire ischémique, ou rétinopathie, etc., ou insuffisance rénale. Très bien. Donc, pour les complications, j'ai dit, il y a les complications cardiaques et les complications cérébrales. D'accord? Donc, l'insuffisance cardiaque et le syndrome coronarien aigu, les complications cérébrales, accident vasculaire cérébral et encéphalopathie hypertensive. Il y a les complications oculaires, les complications rénales, les complications vasculaires. Pour les complications vasculaires, il y a la dissection aortique. Dissection aortique, c'est une complication à part qui est très grave, qui est rare, heureusement qu'elle est rare, qu'on peut parler beaucoup sur la dissection aortique, mais en fait, je vais te dire 2-3 mots parce qu'elle fait plus partie de votre programme, mais c'est important, vous serez des médecins et possible de voir au moins une fois dans votre vie la dissection aortique. C'est quoi la dissection aortique? Alors, dissection aortique, si quelqu'un il a toujours des pressions artérielles élevées, et généralement avec une fragilité de la paroi artérielle, ces deux choses-là, ils vont faire une dissection, c'est-à-dire rupture, fissuration de la paroi aortique, généralement au niveau de l'aorte ascendante. Donc, fissuration de la paroi, donc le sang, il va rentrer via une porte d'entrée vers une faux chenal, un faux chenal, et il va laisser le vrai chenal, il va passer vers le faux chenal, et là, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Non seulement la baisse du débit cardiaque en aval de cette dissection, en plus, cette dissection, elle va faire ravage, elle va écraser toute la sortie des artères, toute la sortie de l'aorte, c'est-à-dire les sorties comme l'artère sous-clavière. Elle peut écraser l'origine de l'artère sous-clavière, donnant une ischémie aiguë du membre supérieur, ou écraser l'artère rénale, donner une ischémie rénale, insuffisance rénale aiguë, ou infarctus mésentérique, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est grave, la dissection aortique, et elle fait partie des urgences hypertensives. Elle fait partie des urgences hypertensives. Je ferme la parenthèse de la dissection aortique. En tout cas, le traitement de cette dissection, généralement, l'intervention chirurgicale, on change complètement l'aorte ascendante où il y a la porte d'entrée. Il faut ouvrir complètement. C'est grave, c'est pronostic péjoratif. Très bien. Encore, je continue par rapport aux complications. On a l'HTA maligne, l'hypertension artérielle maligne. On va voir après, on va dire un mot sur les urgences hypertensives et l'HTA maligne. En fait, elle reste parmi les complications. Voilà, la complication, l'hypertension artérielle maligne, c'est quoi? C'est une pression artérielle diastolique qui dépasse 130 mm de mercure associée à une rétinopathie hypertensive. Donc, vous voyez, c'est énorme d'avoir une pression qui dépasse 130 mm de mercure. Pour nous, une pression dans l'urgence hypertensive, c'est quoi l'urgence hypertensive? C'est une pression élevée, plus de 180 ou plus de 110, qui s'accompagne d'une souffrance viscérale. Je répète, c'est quoi l'urgence hypertensive? C'est une pression qui est élevée, qui dépasse 180 ou diastolique qui dépasse 110, accompagnée d'un retentissement viscéral. En fait, il y a cinq viscères qu'on peut avoir, ou 5 tableaux qu'on peut avoir. Tableau numéro 1, c'est cardiaque. C'est quoi cardiaque? Soit c'est l'OAP, l'œdème aigu du poumon, soit le syndrome coronarien aigu, soit la dissection aortique. Ça, c'est le tableau cardiaque de l'urgence hypertensive. Deuxième tableau, c'est le tableau neurologique. C'est quoi? C'est l'accident vasculaire cérébral. Généralement, c'est l'AVC ischémique ou hémorragique. On a l'encéphalopathie hypertensive. Et pour la femme enceinte, on a l'éclampsie, c'est parmi les tableaux neurologiques. Il y a encore l'autre tableau rénal, c'est la rétinopathie hypertensive. Très bien.
Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Il faut faire la part des choses entre trois entités. Poussée hypertensive, urgence hypertensive et HTA maligne. Trois entités différentes. Je commence par la poussée hypertensive. On l'appelle encore crise aiguë hypertensive. C'est quoi? C'est une pression artérielle élevée qui dépasse 180-110 mm de mercure. Mais cette élévation, elle ne s'accompagne pas de souffrance viscérale. Cette pression élevée, elle ne s'accompagne pas de souffrance viscérale. On l'appelle poussée ou crise aiguë hypertensive. D'accord? Très bien. Je passe vers l'urgence hypertensive. L'urgence hypertensive, c'est une poussée hypertensive accompagnée de souffrance viscérale. Souffrance viscérale, comme j'ai dit, c'est quoi souffrance viscérale? C'est l'AVC, c'est l'encéphalopathie, c'est l'éclampsie, c'est l'œdème aigu du poumon, c'est le syndrome coronarien aigu, c'est la dissection aortique, c'est l'insuffisance rénale aiguë, c'est la rétinopathie hypertensive. Ça, c'est quoi? C'est la souffrance viscérale. Et ça, on l'appelle l'urgence hypertensive. Et troisième chose la plus grave, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle maligne. Ça, on a fait une fois une question comme ça. C'est quoi définir l'hypertension artérielle maligne? On a besoin de deux choses, une PAD plus de 130 plus rétinopathie hypertensive stade 4. C'est très simple, n'est-ce pas? Très bien, j'avance encore. Alors, quelques étiologies de l'hypertension. Comme j'ai dit, 90%, elle est essentielle. Il n'y a pas d'étiologie, on traite. Directement, on donne un traitement. Alors, autre 5 ou 10%, elle est secondaire. Secondaire, il y a plusieurs causes secondaires. Ici, on a les causes exogènes, les réglises, les vasoconstricteurs nasaux, les corticoïdes. Les corticoïdes sont un peu fréquents. Hein. Les pilules de contraception, cocaïne, l'amphétamine, une coarctation de l'aorte, les causes rénales, néphropathie chronique, hypertension rénovasculaire, cause surrénalienne, syndrome Cushing, adénome de Cohn et phéochromocytome. En tout cas, là, je ne peux pas faire l'hypertension secondaire. C'est tout un autre chapitre où il y a chaque cause, comment se manifeste cliniquement et quels sont les examens à faire pour confirmer et comment on traite. Ça, je passe directement sur l'hypertension secondaire, d'accord? Ça, c'est à part. Bon, j'insiste sur, généralement, nous, on a l'HTA rénovasculaire où il y a un souffle à l'auscultation, où il y a une insuffisance rénale, où il y a une sténose de l'artère rénale qu'on peut traiter généralement par geste interventionnel ou carrément l'intervention chirurgicale. HTA rénovasculaire. Les autres sont un peu endocrines, des causes endocriniennes comme Cushing, Cohn ou phéochromocytome. Ça, je passe directement. Encore, le bilan. Pour le bilan de l'OMS, là, c'est important de connaître ça aussi par cœur parce qu'on demande, il y a un bilan minimum avant de commencer un traitement de l'hypertension artérielle. Un minimum. Bon, je ne dis pas l'interrogatoire et l'examen clinique parce qu'ils ne font pas partie du bilan. On a, qu'est-ce qu'il faut faire? Un taux de créatinine, un taux de calémie, de glycémie, de uricémie, cholestérol, hématocrite et bandelette urinaire pour faire l'examen direct, c'est la chimie des urines pour chercher l'hématurie et la protéinurie. Un ECG et un fond d'œil. Ça, c'est un bilan obligatoire avant de commencer un traitement c'est l'OMS qui a décidé de faire ça. Et on donne généralement cette question, si on donne un cas clinique, quel est le bilan minimal à faire. Et si quelqu'un il oublie un de ces bilans, c'est 0 à la question. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est simple, il faut apprendre ça. Et chaque élément est important. La créatinine pour commencer un traitement. La calémie, si elle est élevée, elle va contre-indiquer quelques médicaments. La glycémie, on ne sait jamais malade, il est diabétique. L'uricémie, c'est l'acide urique, c'est-à-dire c'est l'acide urique, généralement, vous oubliez ça. L'acide urique, c'est pour, on ne sait jamais, il y a goutte ou il y a une contre-indication pour donner le traitement thiazidique.
Cholestérol, on ne sait jamais, il y a un taux élevé dans le risque cardiovasculaire, il devient encore élevé. L'hématocrite, on ne sait jamais, il y a une anémie. Cette anémie, elle va fausser carrément la prise de la pression artérielle. Les modettes urinaires, elle va nous dire si il y a encore l'hypertension, elle est ancienne, elle est grave, elle va donner des protéinurées. Il y a des médicaments qu'on va les privilégier pour traiter cette protéinurée. Le CG est obligatoire, on ne sait jamais, maladie infarctie, où il y a de l'HVG. L'HVG est parmi les signes de retentissement. Et font deuil aussi, c'est pour chercher le retentissement de cette hypertension artérielle. C'est bon pour le bilan de l'OMS avant de commencer un traitement pour l'hypertension artérielle. Oui. Très bien, ça c'est bilan de retentissement. Généralement, pour ce bilan de retentissement, c'est un examen clinique et il nous suffit. C'est-à-dire, on ne fait pas d'échocardiographie systématique. Ça dépend. Si le malade est asymptomatique, on a juste un ECG. Maintenant, s'il a de longueur d'effort ou autre chose, ou de la dyspnée, ça, il faut faire des explorations spécifiques pour longueur d'effort ou la dyspnée. Pour les vaisseaux du cou aussi, on va les ausculter. S'il n'y a pas de souffle, on ne va rien faire. S'il y a un souffle, on va continuer pour faire ça, etc., etc. Donc, chaque chose, on la traite, on demande des explorations et on va traiter. Maintenant, on va passer au traitement. Alors, traitement, il y a beaucoup de traitements pour l'hypertension artérielle. Il y a 5 classes, il y a 5 grandes classes. Il y a beaucoup de traitements. Pour vous, à votre niveau, il n'y a pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'on vous demande pour l'hypertension? Généralement, citer deux associations synergiques pour traiter les malades qui présentent une hypertension artérielle. Généralement que de ça, et ça, c'est des questions classiques. Et apprendre, vous dites un IEC plus diurétique thiazidique ou un ARA2 plus inhibiteur calcique. C'est tout ce qu'on demande. C'était deux associations, etc. Par contre, il y a dans votre pratique courante, possible que vous serez des généralistes et possible que vous allez traiter cette hypertension artérielle. Comme j'ai dit, c'est un chapitre très énorme, très grand. Pourquoi? Parce que j'ai dit plus d'un tiers de la population est hypertendue et si l'âge plus de 65 ans, 1 sur 2, il est hypertendu. Donc, imaginez si quelqu'un il fait une garde ou il a une consultation, certainement, il aura beaucoup de malades hypertendus sous traitement. Très bien. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il y a à faire pour ces malades-là? Il y a deux choses. Soit ces malades sont nouvellement, ils consultent en urgence pour des chiffres tensionnels élevés ou ils consultation de routine parce qu'ils sont hypertendus. La plus simple, c'est la consultation de routine. Vous allez renouveler l'ordonnance et chercher s'il y a une complication avec un bilan sanguin et demander un profil tensionnel de chaque consultation. Ça, c'est la plus simple. La plus difficile, c'est quoi? Si le malade il consulte pour une pression élevée. Pression élevée, ça, généralement aux urgences, qu'est-ce qu'il y a à faire? Numéro 1, on va confirmer cette pression artérielle. On va confirmer, c'est-à-dire on va prendre plusieurs fois la pression artérielle et même on va le demander s'il a l'habitude de prendre sa tension parce que parfois, juste un stress émotionnel, une mauvaise nouvelle ou toute la journée, il n'est pas bien. Donc, s'il a des chiffres tensionnels anciennement normaux, c'est important de mettre ça dans votre tête. Après, une fois on a confirmé que les chiffres tensionnels sont élevés, là, on va calculer combien le risque cardiovasculaire, même si on ne le calcule pas exactement, s'il a beaucoup de facteurs de risque ou il n'a pas de facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, si on décide oui ou non, est-ce qu'on confirme encore par d'autres MAPA ou automesure ou on décide de commencer un traitement, on va voir après dans les tableaux, on peut commencer, on privilège quelques médicaments pour commencer. 50% du traitement de l'hypertension artérielle, ce sont les règles hygiéno-diététiques. 50%, ce sont les règles hygiéno-diététiques. Pourquoi on insiste sur les règles hygiéno-diététiques? Parce que déjà, il faut que le malade, la pression artérielle, c'est une maladie chronique. C'est pas qu'un médicament qui le prend et c'est fini, il n'y a plus de tension. Non.
Il faut que le malade, il sait qu'il est hypertendu, il est convaincu qu'il est hypertendu, il va commencer à baisser la consommation du sel, il fait l'activité physique. C'est deux choses très importantes. L'activité physique et la consommation du sel. Ces deux choses sont très importantes. Il faut toujours insister à chaque consultation la réduction de la consommation de sel et l'activité physique, certainement réduction de la surcharge pondérale et la réduction de la consommation d'alcool. Donc ça, c'est très important, les règles hygiéno-diététiques. Bon, je sais que moi aussi, lorsque j'étais externe, j'apprends pas ça, j'apprends directement les médicaments. Mais pour l'attention, c'est très important, les règles hygiéno-diététiques, même pour vous, chaque fois qu'on vous donne quelle est votre conduite à tenir, n'oubliez jamais les règles hygiéno-diététiques si pour l'hypertension artérielle. Règles hygiéno-diététiques, comme j'ai dit, parfois, carrément, toute une consultation n'a aucun sens parce que juste on renouvelle l'ordonnance et on insiste sur les règles hygiéno-diététiques. Lutter contre le stress, lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, arrêt tabac, etc., etc. Maintenant, les médicaments, il y a 5 classes thérapeutiques. Alors, d'abord, avant de passer par quelles sont les 5 classes thérapeutiques, vous regardez ce tableau-là que j'ai. Ça, c'est un tableau où il me dit le risque cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire. Et au dépend de ce risque cardiovasculaire, on voit, on traite ou on traite pas. Directement, je vais donner 2 exemples, comme j'ai donné déjà. Regardez en bas et à gauche, le maximum en bas et à gauche, j'ai un monsieur qui a une maladie cardiovasculaire avérée ou néphropathie, malgré qu'il a des chiffres tensionnels presque normaux, on donne les règles hygiéno-diététiques plus médicaments. Vous voyez, plus médicaments. Eh bien, je passe directement où il y a 0 facteur de risque cardiovasculaire et dans la case où il y a une pression qui est à 160, entre 160 et 180, si vous achetez un grade 2, là, j'ai le choix de commencer par les règles hygiéno-diététiques et je peux, dans un deuxième temps, je mets les traitements, les médicaments pour la tension. Vous avez vu, c'est pas le même niveau de risque cardiovasculaire. C'est très important, donc, les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on traite pas les chiffres, on traite tout un malade. Très bien, très bien. J'avance encore. Voilà. Regardez là, ce sont les 5 classes thérapeutiques pour traiter une hypertension artérielle. Pour vous, il n'y a que 5 classes. Quelles sont ces 5 classes? On va commencer. On a l'IEC, l'ARA2, les bêta-bloquants, les diurétiques et les inhibiteurs calciques. Il y a 5 classes. Il y a des associations fixes. Associations fixes, vous les connaissez à peu près. Il y a des associations qui ne sont pas disponibles en Algérie. Mais pour nous, au moins ce qu'on traite, nous, ce qu'on a, nous. Attention, regardez bien ce schéma. On donne jamais un IEC avec un ARA2. Il n'y a pas d'association parce que c'est presque le même traitement. IEC ou ARA2, c'est pas la même voie, mais c'est presque le même traitement. Je vais pas rentrer dans la thérapeutique, chaque médicament, l'action et les effets secondaires et contre-indications, mais surtout, on donne jamais IEC ou ARA2. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que dans l'examen, on vous demande parfois donner, mais c'est grave qu'il y a des gens qui répondent jusqu'à maintenant, on leur demande donner association synergique pour traiter un mal hypertendu, il me dit IEC plus ARA2. Ça, c'est grave. On donne jamais cette association. Vous avez 1000 associations à donner. Pour vous, soit dites IEC plus inhibiteur calcique, soit vous dites IEC plus diurétique, ça, oui. Sinon, on peut dire ARA2 plus inhibiteur calcique, et on peut dire ARA2 plus diurétique. Donc, apprenez au moins ces associations qui sont disponibles en Algérie. Il n'y a pas les autres associations, que ce soit bêta-bloquant avec diurétique ou bêta-bloquant avec inhibiteur calcique, c'est pas disponible. Je répète, si on vous demande les associations pour traiter une hypertension artérielle, il faut pas commencer à la philosophie. Vous avez
combien? Il y a quatre réponses justes. Quatre réponses justes, c'est-à-dire, la première réponse juste, c'est IOC plus inhibiteur calcique. Deuxième réponse juste, c'est IOC plus diurétique. Troisième réponse juste, c'est ARA2 plus inhibiteur calcique. Et quatrième et dernière réponse juste, c'est ARA2 plus diurétique. C'est simple. Attention, vous faites IOC plus ARA2. Malheureusement, chaque fois, j'insiste sur ça, mais à l'examen, je trouve des réponses IOC plus ARA2. Malheureusement. Très bien. Maintenant, ça reste le choix, comment on traite et le choix, ça, c'est pas pour vous et ça, c'est pas pour vous. Généralement, actuellement, apprenez les recommandations dernières. Ils disent, on commence généralement par bithérapie à faible dose. Bithérapie à faible dose, c'est-à-dire on commence 2 médicaments avec une dose faible. 2 médicaments, généralement, soit nous IOC plus diurétique ou ARA2 plus diurétique, sinon le contraire, IOC plus inhibiteur calcique ou ARA2 plus inhibiteur calcique. D'accord? C'est pas important. L'essentiel pour vous, apprenez par cœur le traitement. Généralement, en première intention, on traite une bithérapie à faible dose. Bithérapie, faible dose. Maintenant, parfois, on a quelques traitements individualisés, on peut, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, il faut toujours donner soit un IOC, soit un ARA2. D'accord? Il faut pas donner les bêta-bloquants, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un syndrome métabolique, c'est pareil, IOC, ARA2. Par exemple, en post-infarctus du myocarde, c'est très important de donner les bêta-bloquants. Maintenant, les maladies coronariennes, c'est important, les bêta-bloquants et les IOC. S'il y a une hypertrophie du ventricule gauche, IOC ou ARA2 thiazidique. S'il y a une cardiopathie congestive, c'est diurétique. S'il y a une fibrillation auriculaire, que ce soit bêta-bloquant et IOC, les sujets âgés, généralement, c'est les thiazidiques et les inhibiteurs calciques, etc., etc. Bon, ça, c'est pas exactement pour vous. L'essentiel pour vous, je répète, IOC, ARA2, inhibiteur calcique et les thiazidiques. Alors, au moins, on dit quelques contre-indications absolues, mais là, c'est dans la thérapeutique que vous avez fait ça. Attention, si quelqu'un, parfois on fait des pièges dans le cas clinique. On veut dire que le malade, il a une goutte sous cette colchicine. Ça, vous voyez pas ça. Et à la fin, on vous dit, c'est quoi, donner deux associations valables, voilà, possibles chez notre malade. Hein. Et pour vous, par exemple, vous avez fait la bêtise, vous allez dire diurétique plus IOC, par exemple. Là, c'est malade, il peut pas, parce qu'il a la goutte. La goutte, c'est l'augmentation de taux de l'acide urique dans le sang. Et si on donne des diurétiques, encore, on va augmenter ce taux d'acide urique. Donc, c'est à éviter. On va carrément déclencher des crises de goutte. Donc, on a les ordres, c'est-à-dire IOC plus inhibiteur calcique ou ARA2 plus inhibiteur calcique. C'est bon. Par exemple, malade qui a un BAV, parfois aussi, on donne un ECG et un BAV. Après, on traite par bêta-bloquant. Attention. D'accord? Inhibiteur calcique, IOC, grossesse, ODEM. Ça, il faut apprendre les contre-indications de traitement. Très bien. Là, ils ont remarqué qu'il y a 2 médicaments, les diurétiques thiazidiques et les bêta-bloquants, ils élèvent un petit peu les chiffres glycémiques. Les diurétiques thiazidiques et les bêta-bloquants. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas diabétique, qui a le syndrome métabolique. C'est quoi le syndrome métabolique? C'est la présence de plusieurs maladies métaboliques, comme la glycémie, enfin, l'hyperglycémie, l'obésité, etc. Très bien. En fait, c'est 5 choses. C'est l'association de... Très bien, très bien. À peu près, c'est une glycémie un petit peu élevée. C'est pas un diabète, mais c'est une glycémie qui dépasse 1 gramme. C'est une hypertension un petit peu élevée qui dépasse 130 mm de mercure. C'est le poids, le taux de taille qui est un peu élevé. D'accord? C'est le taux de cholestérol un peu élevé. C'est le taux de HDL qui est un peu bas. Ce sont 5 paramètres. 5 paramètres. Si on a 3 de ces 5 paramètres, on dit qu'il y a un syndrome métabolique. Vous voyez, le syndrome métabolique, il n'est pas diabétique. Il n'est pas diabétique, le monsieur. Donc, ils ont remarqué que les diurétiques thiazidiques ou les bêta-bloquants, ils font une petite augmentation de la glycémie à jeun. Glycémie à jeun, une petite augmentation. Donc, c'est à éviter s'il y a un syndrome métabolique. C'est tout. Très bien, très bien. Donc, il faut toujours contrôler les facteurs de risque.
aspigique ou statine. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Le bénéfice de la réduction modeste et durable des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire une réduction de la pression artérielle plus de 10%, plus la réduction de 10% du cholestérol total. Ces deux réductions, elles vont donner une réduction de 45% des maladies cardiovasculaires. C'est énorme, hein, c'est énorme. 45%, c'est presque 50%, c'est-à-dire, c'est juste si on fait 50%, 10%, diminution de 10%, c'est rien. 10%, c'est-à-dire quelqu'un qui a une pression à 150 mm, 10% de 150, c'est 135. Donc, si on a 10% et de cholestérol 10%, on va avoir la moitié, diminution de moitié de risque cardiovasculaire. Comme ça, les cardiologues ne vont pas travailler. Parce que c'est ça. Regardez, c'est très simple, mais c'est quelqu'un qui entend, il écoute, il exécute ça. Très bien. Maintenant, c'est quoi l'hypertension artérielle résistante? Résistante, c'est une pression artérielle qui reste au-dessus des pressions cibles sous au moins 3 traitements antihypertenseurs et au moins un diurétique thiazidique. Je répète, une hypertension artérielle résistante, pour parler du mot résistant, parce que là, exactement c'est quoi l'intérêt de ce mot-là? Généralement, c'est quoi? À l'Europe, à l'étranger, il envoie ce malade dans un créneau un peu spécifique. C'est des médecins cardiologues, et généralement carrément des cardiologues qui suivent de près l'hypertension artérielle. Et là, ils vont voir pourquoi il y a cette résistance. Ils vont essayer de commencer l'exploration. Est-ce qu'il y a une hypertension secondaire ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Ils ont défini cette hypertension artérielle résistante comment? Pression qui reste élevée par rapport aux cibles thérapeutiques. Chaque malade, il a une cible thérapeutique. Donc, plus qu'une cible thérapeutique, avec sous trois médicaments, dont un de ces médicaments, un diurétique thiazidique. Donc, si c'est ça, il faut envoyer le malade chez un cardiologue pour traiter ça. En fait, on déclare que c'est une hypertension résistante. Il y a beaucoup de causes, comme la mauvaise observance du traitement. Généralement, malade pour prendre chaque jour 3 ou 4 comprimés, c'est pas trop évident. C'est pour ça, on essaye de faire des associations fixes, c'est-à-dire un seul comprimé où il y a 2 médicaments. Comme ça, on va diminuer les prises médicamenteuses. Par exemple, la prise du poids, l'alcoolisme, médicaments qui augmentent la pression comme les corticoïdes, comme les ANS, le SAS. C'est quoi le SAS? C'est le syndrome d'apnée de sommeil. Le syndrome d'apnée de sommeil, généralement, on a une augmentation de la pression artérielle. Comment? Parce que celui qui a le SAS, c'est-à-dire il dort la nuit, mais il fait beaucoup d'apnée de sommeil, chaque fois qu'il fait un apnée, c'est-à-dire il respire pas, la reprise de l'apnée, il va faire un pic de tension et donc ça, il va déséquilibrer la tension victimaire, c'est-à-dire le soir, et le malade, il va pas être deeper et donc toute la journée, sa tension, elle va pas être équilibrée. Et là, il faut appareiller il y a un appareil pour le SAS. Donc, quand on met cet appareil, généralement, on équilibre la pression artérielle. Et ça reste, c'est parmi les causes ou les étiologies de l'hypertension résistante. Encore, je passe, il y a des associations non synergiques comme, il y a encore des médecins cardiologues maintenant qui donnent association IEC-ARA2. C'est grave. Donc, il faut chercher une hypertension secondaire, une néphropathie, surcharge boulimique, etc., etc. Alors, les urgences hypertensives, j'ai déjà parlé sur ça et je vais pas encore parler. En fait, on a l'hypertension hypertensive, l'hypertension maligne, dissection aortique, infarctus du myocarde, OAP, etc., etc. Généralement, ces urgences hypertensives, on a 2 volets à traiter. On a le volet HTA, certainement on va donner traitement des drogues en urgence, au IV. C'est quoi le traitement habituel qu'on donne, au moins chez nous en Algérie? C'est quoi le médicament qu'on donne aux urgences si quelqu'un vient pour urgence hypertensive? C'est quoi le traitement qu'on le donne intraveineux, c'est-à-dire en voie parentérale, si quelqu'un il vient pour l'hypertension artérielle?
voilà, quelqu'un, c'est la nicardipine, très bien. C'est la nicardipine, on donne la nicardipine, très bien. On l'appelle, généralement on l'appelle, c'est l'Oxane. C'est l'Oxane. Donc il y a un médicament qu'on le donne généralement aux urgences, c'est le nicardipine, c'est l'Oxane, c'est la forme injectable. Alors encore une autre question. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient pour un pic hypertensif. Un pic hypertensif, par définition, c'est comme une poussée hypertensive. Une poussée hypertensive, c'est une pression qui est élevée, aux alentours de 180-100 mm de mercure. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? C'est un peu comme des cas cliniques. Des cas cliniques, c'est des cas de la vie courante que vous voyez lorsque vous faites garde. Malheureusement, là, vous ne faites pas des gardes parce que vous êtes confiné chez vous. Mais imaginez que vous travaillez, vous êtes aux urgences et un monsieur qui vient. Bonjour monsieur, j'ai pris ma tension par hasard, j'ai trouvé une tension à 180, 100 mm de mercure. Qu'est-ce que vous allez faire? Réponse. Alors, Perros comprimé de captopril, je me trompe pas en ambulatoire. Je me trompe pas en ambulatoire. Oui, c'est très bien, très bien. Donc, écrivez s'il vous plaît ces réponses-là. On traite la poussée hypertensive ou le pic ou la crise aiguë hypertensive, on traite par des médicaments per os. Si on n'a pas de souffrance viscérale, ça s'appelle une poussée hypertensive et on traite per os. On va pas libérer le malade directement, on va donner un comprimé de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments à donner, n'importe quel médicament, de préférence des médicaments qui agissent de manière rapide, comme l'a dit votre collègue, captopril, ou généralement, il y a beaucoup de médicaments, même l'Oxane LP, l'Oxane, il y a l'Oxane qui agit de manière rapide, d'accord? Il y a l'Oxane, généralement on ne donne pas l'Oxane LP parce qu'il agit de manière un peu lente, très bien. Il y a d'autres médicaments essentiels, on donne un médicament comprimé, et on laisse le malade 2 heures à côté de nous et après on contrôle si la chiffre va baisser et après on libère le malade. Ça, c'est le cas de figure numéro 1. Le cas de figure numéro 2, c'est quoi? Imaginez, il y a quelqu'un qui consulte pour œdème aigu des poumons. Œdème aigu du poumon. Voilà, on prend sa tension, on trouve une tension à 210 mm de mercure. D'abord, on va appeler ça comment? On va l'appeler comment? D'abord, on va l'appeler urgence hypertensive type OAP, urgence hypertensive type OAP. Et là, on va traiter 2 volets. On va traiter le volet hypertension artérielle. On va traiter le deuxième volet, c'est l'œdème aigu du poumon. En fait, il y a un cours spécial dédié pour l'œdème aigu du poumon. Je ne vais pas m'attarder, mais en tout cas, ici, on traite comment? On donne des diurétiques et on donne les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés, ces 2 médicaments, les dérivés nitrés et les diurétiques, on les donne pour traiter l'OAP. Très bien. Deuxième volet, c'est l'hypertension qui est élevée. On va donner un traitement spécifique, c'est le nicardipine, c'est l'Oxane, pour baisser les chiffres tensionnels. Très bien. Une question pour vous. On baisse combien les chiffres tensionnels? C'est-à-dire, j'ai une tension à 200, je peux la baisser rapidement, j'attends un peu, je baisse, il y a un pourcentage à faire pour ça. De 200 à 160, objectif 160, 180, qui dit mieux? En fait, vous savez, je vais un peu raconter un peu de physiopathe cérébrale, c'est-à-dire, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez le cerveau, vous savez qu'il y a des récepteurs, des barorécepteurs, et il y a des barorécepteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ces barorécepteurs? Si la pression artérielle, elle est basse, le tonus cardiaque au niveau des artères cérébrales, ils vont faire une vasodilatation. Ils vont faire une vasodilatation pour augmenter le débit cardiaque, pour augmenter le débit cérébral parce que la pression elle est basse. L'autre sens, c'est une pression qui est élevée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une vasoconstriction pour baisser un peu pour limiter le passage du sang. Ils vont baisser le débit cardiaque. Et comme ça, le cerveau il va pas souffrir. Tout ça pour garder une pression cérébrale moyenne normale. Très bien. Pour que le cerveau, il souffre pas.
Si on dépasse les paramètres, le cerveau, il a ses capacités. Si on dépasse les capacités de régulation cérébrale, on va avoir quoi? C'est l'AVC, c'est l'accident vasculaire. Généralement, c'est l'accident vasculaire hémorragique. C'est hémorragique lorsqu'il y a élévation du chiffre tensionnel. Vous savez qu'il y a des fautes professionnelles, surtout iatrogènes, comme elle a dit votre collègue, risque d'hypoperfusion. C'est quoi ça? Il y a un malade, on a vu ça, il y a des malades qui sont décédés. Et moi-même, j'ai vu des malades comme ça décédés à cause d'une faute professionnelle. C'est quoi cette faute professionnelle? Le malade, il vient pour un pic de 200 mm de mercure. Je donne un traitement, je fais baisser ces chiffres-là de 200 à 120 mm de mercure. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour le cerveau? J'ai dit le cerveau, il a fait une vasoconstriction pour limiter le passage du sang, pour qu'il garde au moins, il passe le maximum la pression cérébrale. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un traitement, j'ai baissé rapidement les chiffres tensionnels périphériques. Le temps que le cerveau il comprend ça et il ouvre les barrières pour laisser le sang il passe, là, il aura une hypoperfusion et donc une ischémie et donc un AVC ischémique. Donc, si on a laissé le malade chez lui, il n'est pas venu à l'hôpital, possible qu'il ne va pas faire un AVC hémorragique, mais malheureusement, il a consulté un externe qui n'a pas bien suivi les cours et est resté connecté sur Facebook, il va faire un AVC ischémique. Et quand même, ça, il peut vous attaquer en justice et c'est le présent. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Donc, exactement, on baisse les chiffres tensionnels 20 à 25%. 20 à 25% des chiffres initiaux. C'est-à-dire, je calcule une pression à 200 mm de mercure. J'ai un objectif 20% dans 2 heures. 20 à 25% dans 2 heures. On va mettre par exemple 25%. 25% même 200 mm de mercure égale, c'est le quart, c'est-à-dire donc 50. Donc j'ai un objectif. Il faut que le maximum de baisse de tension, un objectif de pression artérielle entre 150 et 160 dans 2 heures. Vous voyez, malade qui consulte pour une pression à 200, dans 2 heures, je fais une tension entre 150 et 160. Encore, je fais, par exemple, malade qui vient pour une pression à 250, c'est à 25. Il a une tension à 25, 20-25% de 25, dans 2 heures, c'est-à-dire, dans 2 heures, il doit y avoir un chiffre tensionnel à 200, à 20. Malgré que 20, c'est élevé, mais moi, si je baisse 20%, c'est bon, j'ai passé le cap de l'AVC hémorragique, des complications. Parce que lui, entre parenthèses, il a supporté une pression à 25, certainement, il va supporter une pression à 20. Et là, je donne le temps au cerveau pour qu'il fasse l'équilibre, et après ces 2 heures, dans les 6 heures après, je vais encore contrôler les chiffres tensionnels. D'accord? Je répète, attention, il y a une seule indication où on baisse rapidement et en urgence la pression artérielle. Qui peut me dire c'est quoi cette indication? Une seule indication qui me permet de traiter rapidement et en urgence la pression artérielle. Alors, la question est la suivante. Il y a une seule indication où on est obligé de baisser rapidement et en urgence la pression artérielle. Moi, j'ai dit, il faut jamais baisser la pression artérielle rapidement. Vous avez un objectif de 20 à 25% les 2 premières heures. Il y a une seule indication où on baisse rapidement en urgence. Non, c'est pas l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique, il faut laisser des chiffres tensionnels légèrement élevés avec un objectif à 150, 160. Crise d'OAP. Non, au contraire, crise d'OAP, on baisse aussi doucement 20 à 25%. L'OAP, le vrai traitement, c'est les diurétiques et les dérivés nitrés. C'est pas vraiment les inhibiteurs classiques. Encore. Je vous laisse un peu réfléchir et à la fin, lorsque je vous dis c'est fini le TD, je vais vous dire cette indication. Réfléchissez, après à la fin, on va voir. Alors, je suis où? Donc, on a traité notre malade, des inhibiteurs calciques, c'est bon. Et après, on va donner un traitement péros,
Un traitement féroce, on choisit, on donne ce qu'on veut. Traitement féroce. Très bien. Éviter la baisse rapide. Donc, le suivi, généralement, malade suivi, ce sont les règles hygiéno-diététiques, pression escalier au-dessus des valeurs cibles pendant deux visites, oui, non, etc. Ça, c'est le suivi. C'est pas important beaucoup pour vous. Alors, conclusion, l'hypertension artérielle appelée le tueur silencieux peut rester silencieuse avant de provoquer des graves complications, d'où l'intérêt du dépistage. Je vous donne un chiffre dans votre tête et imaginez ce chiffre-là. Vous savez que dans l'étude qui a été faite ici en Algérie, il y avait 14% des élèves du lycée sont hypertendus. 14%. 14%, ils sont méconnus. Hein. Il y a personne qui sait qu'il est hypertendu. Juste, on a pris leur tension artérielle, on a trouvé des chiffres élevés. 14%. C'est énorme, hein, c'est énorme. Vous savez, 50% des gens qui sont hypertendus sont méconnus. Et malheureusement, on sait le dépistage, on sait après le déclenchement de cette maladie avec une complication, directement complication. Comme hier à l'hôpital, on a fait une admission d'une dame qui a fait un syndrome coronarien aigu et c'est avéré que cette dame, elle est hypertendue. Lors du syndrome coronarien aigu, elle avait des chiffres à 200 et même à l'échocardiographie, elle a des signes indirects d'hypertension ancienne, chronique, qui est l'hypertrophie du ventricule gauche. Mais malheureusement, cette dame, elle ne sait pas qu'elle est hypertendue et elle avait toujours des chiffres tensionnels élevés, mais elle n'a jamais pris sa tension artérielle. Voilà. C'est un peu malheureux. Donc toujours attention et surtout pour vous, mettez dans votre tête n'importe quelle personne obèse et hypertendue. N'importe quelle personne obèse et hypertendue, indice numéro 1. Et numéro 2, presque toutes les personnes âgées sont hypertendues. Âgées qui dépassent 65 ans sont hypertendues. Très bien. Je passe aux deuxième chose. Le niveau de tension artérielle n'est que l'une composante du risque cardiovasculaire dont la stratégie de prise en charge une approche globale. Voilà. Il faut savoir l'approche globale de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire il ne faut pas traiter les chiffres, il faut traiter la personne, le malade, tout ce qui est là. On insiste, c'est pas comme quelqu'un jeune qui a des chiffres tensionnels élevés, plutôt limite, comme quelqu'un qui a un vieux qui a des chiffres très élevés. Il faut faire la part des choses. La personne, puisqu'il a les facteurs de risque cardiovasculaire, puisqu'on insiste beaucoup pour traiter, puisqu'on ne laisse pas ces chiffres élevés. Et deuxième conclusion, se rappeler des associations synergiques, c'est le plus important, qu'on vous donne ça généralement à l'examen, et aussi diurétique, ARA2, bêta-bloquant, et aussi. Bien. Et qu'on commence, et comme j'ai dit tout le temps pour vous, association faible dose, association synergique fixe à faible dose, association fixe, c'est-à-dire un seul comprimé, association fixe synergique, c'est parce que EEC ARA2, c'est pas une association synergique. Donc, association synergique fixe à faible dose, c'est ça, généralement, on commence à faible dose. Très bien, très bien. Maintenant, j'ai fini avec l'hypertension artérielle. Alors, j'ai pas fait l'hypertension artérielle secondaire. Si vous voulez, autrefois, on fait ça. Maintenant, il me reste la question que j'ai posée. Indication rapidement. Ah, voilà. Et il y a une réponse correcte. C'est la dissection aortique. Voilà, c'est la dissection aortique, parce que la dissection, il y a du sang qui passe, à travers, c'est quoi, on a dit la dissection aortique, c'est un clivage longitudinal de la média à travers une porte d'entrée intimale qui fait la communication entre le vrai chenal et le faux chenal. C'est la dissection aortique, et vous savez, cette dissection aortique, généralement, elle a ces complications qui est l'insuffisance aortique. Et après, c'est l'intervention de Bentall qu'on change la valve et la aorte ascendante. Très bien, bien. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?
Attends, je pense que j'ai une question. Parce que le traitement est définitif, très important, très belle question. Donc, en tant que j'ai dit que la pression artérielle, elle est essentielle dans 90% du cas. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord bien confirmer que c'est vrai, cette hypertension, elle est élevée. Une fois on confirme que l'hypertension est élevée, une fois que les règles hygiéno-diététiques, ça marche pas, et une fois on commence le traitement, il est à vie. Le traitement, il est à vie. Le traitement de l'hypertension est à vie. Au contraire, plus que on devient un peu, plus qu'on avance dans la vie, plus qu'il y a la rigidité artérielle encore, plus qu'on rajoute dans les doses du médicament. Ok, encore autre question. Le risque de cécité. Certainement, il y a le risque de cécité. C'est quoi le risque de cécité? C'est que la rétinopathie hypertensive, la rétinopathie, c'est la prolifération des petites artérioles de l'œil, ils vont se casser, et il y a carrément une classification de cette rétinopathie, on l'appelle classification de Kirkendall, qui va donner le rétrécissement artériel diffus, l'exsudat, l'hémorragie, l'odème papillaire, jusqu'à la cécité qu'on voit plus. Très bien. Encore autre question par rapport aux règles diététiques. J'ai pas compris. Est-ce que c'est nécessaire toujours par rapport au sel, par exemple? Alors, obligatoirement, avant chaque traitement par les médicaments, obligatoirement, il faut faire les règles hygiéno-diététiques et surtout pour le sel. Pour le sel, il faut que la consommation de sel soit la moitié, c'est-à-dire nous, généralement, pour nos malades, soit on dit le pain, il devient sans sel, mais au contraire, l'alimentation normale, c'est-à-dire l'autre, ou le contraire, alimentation sans sel et le pain non salé. D'accord? Ça, c'est très important, mais c'est obligatoire. Obligatoire, le régime demi-salé, mais il n'y a pas le régime sans sel. Pour le régime sans sel, c'est dans l'insuffisance cardiaque ou dans lorsque la fraction d'éjection est basse. Là, il faut exiger le régime sans sel. Mais dans l'hypertension artérielle, le régime à exiger est le régime demi-sal. Très bien. Encore autre question, docteur, comment on peut contrôler la PS25? Comment savoir qu'elle va exact? Oui, c'est ça, c'est une bonne question. Comment on peut contrôler ça? Très bien. Nous, généralement, qu'est-ce qu'on fait aux urgences? On commence par des faibles doses de traitement. On a un protocole, c'est-à-dire lorsque le malade il vient, il a un pic de tension, on donne 1 cc de l'oxane, on le dilue et on l'injecte et on contrôle dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on contrôle. Et après, au dépend de ce contrôle, ça dépend chaque personne comment elle répond. On va donner un exemple, quelqu'un qui a une tension à 200, j'ai donné 1 cc de l'oxane, j'ai eu une réponse après 20 minutes ou carrément une demi-heure, j'ai une pression à 190. Donc ça va, très bien. Je rajoute encore un autre 1 cc, ça va, je suis dans la bonne voie. Par contre, si juste un seul cc, j'ai donné 1 cc, ça baissait à 160, c'est bon, j'arrête parce que j'ai fait rapidement. Rapidement, je fais plus. Mais généralement, elle baisse pas. C'est un seul cc de l'oxane, cc, c'est-à-dire dans la seringue, on remplit 1 cc. Si un seul cc, elle baisse rapidement la tension, ça signifie que ma première tension, elle n'est pas vraie. C'est-à-dire, moi, j'ai précipité, il était stressé, j'ai pris la tension à 200, elle n'est pas vraie, et le 1 cc de l'oxane, il baisse pas, il baisse 30 à 40 mm de mercure, c'est tout. Très bien. Encore, on peut arrêter le traitement si les chiffres sont normaux. Non, non. Toujours le malade. Certainement, le malade, lorsqu'il prend les médicaments chaque jour, logiquement, si je suis dans la cible thérapeutique, les chiffres tensionnels vont être normaux. C'est normal, c'est logique. Et ça, c'est la catastrophe, c'est que le malade, il faut bien expliquer, il faut jamais arrêter. Parce qu'il y a toujours l'effet rebond. C'est quoi l'effet rebond? Moi, je prends un traitement qui s'appelle, par exemple, Exforge. C'est un médicament pour la tension. Je prends chaque jour un comprimé. Mes tensions auparavant étaient à 160, 100 mm. Actuellement, et depuis 3 mois, sous ce traitement-là, j'ai des tensions à 12,7, à 11,6, à 12,7. Il y a beaucoup de malades qui vont dire que c'est bon, je suis guéri, c'est bon, il n'y a pas de problème, j'arrête mon médicament.
juste le jour aujourd'hui, il arrête le traitement, demain, si l'effet rebond, elle s'élève complètement l'hypertension artérielle et c'est le risque de l'AVC. L'AVC, généralement hémorragique. Et donc, par exemple, quand on arrête le traitement de l'hypertension artérielle, ça arrive qu'on fait nous-mêmes une erreur médicale, professionnelle, qu'on n'a pas confirmé que c'est vrai, ces chiffres tensionnels sont élevés. On a donné un traitement, mais qu'est-ce qu'on va voir? Logiquement, on va avoir une pression basse. C'est-à-dire, un malade, il consulte pour hypotension avec des tensions à 90, à 80, exceptionnellement à 100 mm de mercure. Là, c'est des chiffres vraiment basses. Et là, oui, on peut arrêter ou diminuer le traitement parce que les chiffres sont bas. Très bien. Comment détecter la dissection aortique aux urgences? Très bien, c'est une question difficile. C'est tout un autre TD, la dissection. Si vous voulez, on fait la dissection aortique. C'est très long, un autre chapitre carrément. En fait, tout simplement, la dissection aortique, en plus de la douleur thoracique atroce, aiguë, mal tolérée, on a l'examen clinique. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'examen clinique? On va trouver une anisotension. Anisotension, ça signifie qu'il y a différence de la pression artérielle entre la main droite et la main gauche. Il y a une différence qui est tolérée, moins de 20 mm de mercure, plus de 20 n'est pas tolérée, c'est-à-dire il y a un problème, on l'appelle anisotension, ou une différence de la pression artérielle diastolique, plus de 10 mm de mercure, tout ça on l'appelle anisotension. Deuxième encore possible de trouver à l'examen clinique, c'est absence de pouls ou diminution du pouls d'un côté. Un côté, je m'explique pourquoi ça, parce que il y a ischémie de l'artère sous-clavière suite à la dissection aortique, parce que le sang il part dans un autre côté, et donc je palpe les deux pouls de la main radiale, par exemple de la main, les pouls de l'artère radiale ou de la humérale ou l'essentiel de manière bilatérale. Je vois qu'il y a diminution ou absence carrément du pouls, et donc d'abord l'anisotension, le pouls, je peux trouver encore un souffle d'insuffisance aortique et un souffle diastolique au foyer aortique. Ça aussi, c'est parmi les signes de la dissection aortique. Après, tout ça, c'est des signes de présomption pour la dissection. Après, je peux confirmer ça, que ce soit par l'échocardiographie, par l'écho transœsophagien. Et l'examen qui me confirme ça en exactitude, il y a deux examens. Il y a l'écho transœsophagien, c'est-à-dire on introduit la sonde par l'œsophage et on voit directement l'aorte ascendante. Et en voyant l'aorte ascendante, on va voir l'aorte, le flap intimal. C'est quoi le flap intimal? C'est l'intima qui est déchiré au milieu. On va voir le flap intimal, le faux chenal, le vrai chenal. Et on peut carrément voir la porte d'entrée de cette dissection aortique. Deuxième examen pour confirmer cette dissection aortique, c'est l'angioscanner. On injecte un produit et on fait l'imagerie. Et cette imagerie, on va suivre le trajet du sang et sa dissection va être dessinée. Très bien, ça c'est la dissection aortique. Encore d'autres questions? Pas de questions, c'est bon, c'est fini? Très bien, apparemment il n'y a pas de questions. En fait, moi j'ai pas un programme pour les TD. Ça dépend de votre délégué, ça dépend de vous. Essayez de voir ensemble. En fait, c'est presque fini votre module de cardio. Essayez de faire des révisions, des petits résumés comme ça, parce que certainement votre examen n'est pas ni demain ni après-demain. Ça serait un peu à savoir ce qu'il y a avec le début de l'année prochaine ou non. Et certainement vous allez oublier tout ça. Essayez de faire des petits résumés comme ça. Après, lorsque vous refaites une deuxième couche, vous allez se souvenir de ça rapidement. Et on va voir après avec la déléguée si vous voulez faire d'autres TD. Allez, bonne fin de journée. Merci.